Alors, bonjour à tous. Je vais maintenant aborder avec vous les modifications récentes apportées, je dirais, au régime de santé et sécurité du travail. Vous avez ce qui vous est soumis un PowerPoint assez détaillé. J'ai revérifié hier, la version officielle de la loi ou des lois ne sont pas encore publiées sur le site de l'Assemblée nationale, de sorte qu'on doit aller consulter non seulement le projet de loi, mais également les amendements adoptés là, dans le cadre des travaux parlementaires. Alors, réforme majeure en santé et sécurité du travail, adoption du projet de loi 59 le 30 septembre dernier, entrée en vigueur qui va être décalée. Des dispositions entrent en vigueur le 6 octobre, en janvier prochain, en avril 2022 et également là, au courant de l'année 2023 jusqu'en janvier 2024. Alors, entrée en vigueur de façon progressive de différentes dispositions de la loi. 37 séances, 186 heures de travaux parlementaires. Alors, je n'ai pas la prétention aujourd'hui de passer à travers tous les tenants et aboutissants là, de chacune des dispositions qui ont été adoptées, qui a été adoptée, pardon. Je suis également, j'ai entendu mes collègues précédemment vous parler, vous indiquer qu'ils étaient des praticiens. Je suis également une praticienne en droit. Alors, je vais essayer de me concentrer sur les éléments davantage pratico-pratiques pour les employeurs ou les conseillers qui ont à les soutenir dans le cadre de la gestion des dossiers de lésions professionnelles, mais également au niveau de la prévention. Alors, vous avez un document de soutien. Je vais passer rapidement à travers la présentation et je vais attirer votre attention sur des éléments qui m'apparaissent plus pertinents ou plus importants là, en lien avec les récentes modifications. Alors, remarque préliminaire, je vais rappeler dans le cadre de ma présentation les objectifs de la loi, les changements importants. Je vais revoir avec vous certains articles. Et quand je dis la loi, les deux lois pertinentes, là, je ne m'attarderai pas, il y a de la réglementation qui va entrer en vigueur là, progressivement. Donc, je vais m'attarder principalement là, aux deux lois, loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles, dans notre jargon, la NATMP, et la loi sur la santé et sécurité du travail, la LSST, en m'attardant aux articles pertinents encore une fois. Alors, on va regarder certaines modifications. Je vous avoue que je ne passerai pas de temps avec vous à regarder toutes les modifications de concordance, actualisation, notamment suite à la fusion des établissements de santé par les deux CIS, par les deux SUS. Alors, je ne rentrerai pas évidemment dans ces modifications-là, plutôt de forme. Je rappelle les objectifs de la loi ici, de la LATMP tels qu'on les connaît. Par ailleurs, si j'ai à m'attarder à résumer les grands changements de la réforme, je dirais prévention. On va parler de prévention au niveau de la LATMP, des programmes de prévention qui doivent être mis en œuvre par les employeurs, donc tous les employeurs comptant plus de 20 travailleurs. Donc, on axe sur la prévention, on définit le rôle du directeur de la santé publique aussi. Ce qui est assez innovateur, on va parler de prévention au niveau des risques psychosociaux. On va adresser la situation de la violence conjugale. Alors, comment, comme employeur, je peux prévenir des situations de lésions professionnelles dues à de la violence conjugale? Ce sont des questions qu'on va devoir se poser pour l'avenir. On adresse le concept de télétravail, enfin. Ça ne veut pas dire que les dispositions qui étaient en vigueur, à mon sens, à moi, étaient applicables en télétravail, mais on le concrétise dans les modifications apportées à la loi. On met sur pied un comité scientifique portant sur les maladies professionnelles, un comité portant sur les maladies oncologiques. On connaissait le comité sur les maladies pulmonaires. Essentiellement, je vous dirais, au niveau du comité portant sur les maladies oncologiques, essentiellement, là, le même rôle, mais évidemment dans un créneau qui est complètement différent. On revoit dans la réforme les pouvoirs ou les moyens d'intervention de la CNSST. Donc, on veut vraiment une implication dans tout ce qui concerne les mesures de réadaptation avant la consolidation. Je vais parler de conso dans notre jargon encore une fois, et après la consolidation. Et tout la réforme, évidemment, codifie tout le principe d'accommodement. On savait à la loi qu'il y avait des délais de retour au travail. Évidemment,
on a eu une décision importante rendue par la Cour suprême dans l'affaire Caron. Alors, on codifie, on met en œuvre, on réitère le principe d'accommodement compte tenu que ce principe-là là, relève du supra-législatif, donc des chartes. Donc, pour moi, ce sont, je vous dirais, sous 6 grands pans, là, les modifications majeures au régime de santé et sécurité au sens large. Je rappelle néanmoins les objectifs de la LATMP. Vous les avez, la réparation, excusez-moi, je reviens, processus de réadaptation. On confère le droit de retour, évidemment, à un travailleur qui est victime de lésions professionnelles et qui demeure avec des séquelles. Changement important, je réitère, je mets l'emphase sur certains éléments, le rôle accru de la CNSST. Ce qui est intéressant, je vous ai parlé du processus d'accommodement, mais évidemment, on mentionne l'implication du syndicat dans le processus de détermination de l'emploi convenable. On connaît pour la plupart des praticiens les principes d'accommodement et de collaborer avec le syndicat, et là, on le voit dans la loi. Le principe là, de collaboration en lien avec la détermination d'un emploi convenable, donc avec tout le processus d'accommodement. On assit ou on mentionne spécifiquement le devoir de collaboration avec le syndicat. Et principe d'accommodement, on ajoute, puis je ne passerai pas trop de temps sur cette notion-là parce que le principe d'intégrité psychique était déjà prévu à la LATMP. On a fait des concordances, je vous dirais, avec la LSST. Révision des obligations des membres du bureau d'évaluation médicale. Ça, je vais m'y attarder parce que c'est dans la pratique, qu'est-ce que ça va vouloir dire. Puis, j'ai parlé de l'introduction du comité scientifique, oui, mais également du comité portant sur les maladies oncologiques. Alors, petit point, je vous dirais plutôt accessoire, mais néanmoins pertinent, on élargit la notion de dirigeant à la loi. Je vais commencer par regarder certaines dispositions de la LATMP, comme vous l'aurez saisi. On élargit la notion de dirigeant. Donc, ceux qui siègent sur des conseils d'administration, vous verrez, on ne désigne pas nécessairement un rôle ou une fonction au sein du CA, mais plutôt là, on désigne la personne qui assume là, ses pouvoirs, donc de direction en quelque sorte. Autre élément, bien évidemment, lorsqu'on va parler d'une lésion professionnelle, d'une maladie auditive, on a essentiellement, puis j'y reviendrai, là, des règles d'imputation qui vont être différentes, là, où on va se concentrer sur le milieu ou l'emploi qui a pu causer là, davantage d'atteinte au niveau auditif. Ensuite, et ça, je trouve intéressant de m'y attarder, au niveau de l'article 29, on avait une annexe qui était prévue à la loi maintenant et qui contenait des présomptions en quelque sorte ou des maladies professionnelles avec des éléments qui nous permettaient là, de conclure à la survenance d'une telle maladie. Donc, évidemment, des présomptions, comme on dit dans notre jargon. Maintenant, on aura un règlement, le règlement sur les maladies professionnelles qui reprend certaines des maladies qui se trouvaient déjà à l'annexe de la loi, mais qui va, puis je parle ou je réfère notamment à la lésion musculo-squelettique. On a le même principe, répétition de mouvements ou pression sur des périodes prolongées. Donc, on reprend des principes qu'on connaît ou des maladies qui étaient déjà définies auparavant. Mais on ajoute, puis je trouve intéressant de porter votre attention sur ce point-là, on ajoute la maladie qui est le trouble de stress post-traumatique. Et ça va être intéressant pour les milieux, notamment milieu de la santé, quand on pense aux unités psychiatriques, au secteur préhospitalier. Donc, on a la maladie de trouble stress post-traumatique qui est définie ou qui est ciblée par les conditions particulières suivantes. Donc, grosso modo, quelqu'un qui est exposé de manière répétée ou extrême à une blessure grave, à de la violence sexuelle, à des menaces de mort ou à la mort effective, pas causée par une situation naturelle. Ce sont les balises qu'on trouve maintenant à la loi. Évidemment, on connaissait certaines décisions qui reconnaissaient des maladies là, de type trouble stress post-traumatique. Dans certains secteurs, plus spécifiquement, on le voyait. Maintenant, on a une présomption qui va faciliter un petit peu le fardeau de preuve là, du travailleur qui aurait à faire une réclamation en ce sens-là. Donc, ce sera intéressant de voir les développements de la jurisprudence suite à l'introduction de cette maladie-là, qui sera maintenant prévue au règlement. Et évidemment, on va trouver à la section 3 du règlement toute une section sur les maladies oncologiques. Donc, pour moi, ce sont des changements qui sont importants et pour lesquels il va falloir suivre l'évolution de la jurisprudence.
Ensuite, ben, vous avez l'article 30 est demeuré essentiellement le même sur les principes. S'il n'y a pas une maladie énumérée maintenant au règlement, on va devoir démontrer là, au niveau d'une réclamation la question de la relation médicale ou encore là, par une preuve statistique là, que la maladie peut faire partie des risques particuliers là, du travail effectué. Donc, essentiellement, ces principes-là demeurent. Au niveau de l'article 31, ce qui est intéressant, puis puis quand on va lire pardon, les débats parlementaires, on comprend que le ministre du Travail a voulu là, aller élargir ou ben, effectivement élargir la notion à l'article 31 là, évidemment de blessure lorsqu'on parle d'une activité prescrite dans le cadre d'une mesure de réadaptation ou de traitement médicaux. On sait que quelqu'un qui se blessait en ergothérapie, par exemple, pouvait subir une lésion professionnelle reconnue sur l'article 31, donc possibilité de désimputation pour un employeur. Maintenant, on va viser plus large au niveau de l'article 31 pour parler d'une mesure de réadaptation. Est-ce que ça va comprendre le retour progressif? Bref, le ministre Boulay là, entend qu'il y a élargissement en quelque sorte du concept de lésion professionnelle dans le cadre d'une mesure de réadaptation qui serait effectivement octroyée là, au niveau effectivement lorsqu'on a une réclamation. Donc, petit élargissement ici. Ensuite, je m'attarderai plus spécifiquement à l'article 32. Pour moi, ici, c'est l'article qui prévoit qu'un travailleur victime d'accident de travail, peut porter plainte s'il estime avoir été congédié, suspendu ou avoir subi une mesure de représailles. Ici, on est venu spécifiquement prévoir le refus de réintégration. Donc, si l'employeur refuse de réintégrer, et là, on voit qu'à la loi, on a tout le concept d'accommodement qui est introduit. Donc, le processus de plainte qui est en quelque sorte élargi au niveau de l'article 32, au niveau des recours là, disponibles aux travailleurs. Essentiellement, je vous dirais qu'on en voyait dans les dossiers là, pratico-pratiques des plaintes de cette nature-là lorsqu'il y avait de refus de réintégration alléguée là, par un travailleur. Donc, pour moi, c'est une codification en quelque sorte là, de recours qui était déjà autorisé là, au niveau des différents dossiers de lésion professionnelle. Ensuite, petite spécification, on est venu assouplir ou alléger la formulation dans la loi pour parler, lorsqu'on réfère à l'emploi qu'il occupait habituellement, on va parler de cet emploi. Je vous dirais qu'ici, l'article 44, on vise spécifiquement les cas de rechute, récidive, aggravation. Donc, la personne qui n'exerce plus son emploi pourrait faire une réclamation, comme vous le savez, sous l'aspect rechute, récidive, aggravation, et on va parler de l'emploi qu'elle occupait habituellement par la désignation de cet emploi. Ensuite, et très intéressant lorsqu'on va lire les débats parlementaires et les éléments apportés par le ministre Boulay, c'est intéressant parce qu'il réfère aux besoins de main-d'œuvre. Puis ce qu'il indique, c'est dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, on va avoir engagé ou on a engagé des travailleurs plus expérimentés. Donc, on est venu rehausser ici l'âge pour tous là, de niveau égal. Donc, que ce soit un accident de travail ou que ce soit des maladies professionnelles, on rehausse l'admissibilité pour permettre la réadaptation de ces travailleurs-là un peu plus âgés là, qui pourraient subir, que ce soit un accident de travail ou une maladie professionnelle. Donc, à compter de 60 ans, le travailleur là, et plus là, pourra là, avoir effectivement accès aux mesures de réadaptation. Donc, vous savez tout ce que ça implique, indemnité, IRR réduite s'il y a lieu. Au niveau des indemnités de décès, on est venu revoir la prescription, là, donc 7 ans pour réclamer des indemnités là, à partir du décès du travailleur. Donc, le droit à l'indemnité se prescrit par 7 ans, maintenant clairement là, précisé à la loi. Ensuite, ce qui est intéressant, surtout tout ce qui concerne la réadaptation. On ne parlera plus de réadaptation physique dans la loi. On va trouver à la loi 2 sections. Donc, processus de réadaptation en quelque sorte avant la période de consolidation et après la période de consolidation. Donc, 2 sections. On va parler de réadaptation adaptée, en fait, de mesures de réadaptation adaptées, plutôt que de parler ou de mentionner ou de référer à la notion de réadaptation physique. Alors, un petit peu élargir le concept, mais s'assurer
qu'on traite les deux volets, donc avant la période de consolidation et après la période de consolidation. Donc, des mesures pourront, vous l'aurez compris, des mesures de réadaptation mises en œuvre avant la date de consolidation, pardon. Et là, vous avez évidemment aux articles 145 et suivants le rôle de la CNSST que je qualifie de plus accru dans le contexte de la réadaptation d'un travailleur. Alors, avant la consolidation, il peut y avoir effectivement un droit, un plan individualisé de réadaptation. Il y a des mesures qui peuvent être mises en œuvre par la CNSST. Donc, la CNSST peut mettre de l'avant des mesures de réadaptation, bien qu'il y ait un processus quand même qui soit prévu. Vous le voyez à 145.2, en soumettant aux professionnels, en fait, au médecin qui a charge, les mesures de réadaptation que la commission souhaite mettre en œuvre. Évidemment, s'il y a un danger, tout ça, les modalités qui peuvent s'appliquer, mais essentiellement, un rôle plus important, selon moi, à ma lecture de la loi, de la commission avant la consolidation d'une lésion professionnelle. Ensuite, vous le voyez ici, donc avant la période de consolidation, il n'y a pas de nécessité qu'il y ait donc des séquelles qui soient établies à ce moment-ci. Et par la suite, vous avez effectivement à l'article 146 les mesures de réadaptation qui peuvent être prises une fois effectivement l'établissement d'une atteinte permanente, donc après la consolidation. Vous avez chaque fois, ce qui est mentionné, c'est que la commission met en œuvre effectivement un plan des mesures de réadaptation, mais toujours avec la collaboration du travailleur et de l'employeur. Donc, on écrit, puis ça, c'est particulier, ce sera de voir comment la commission pourrait l'appliquer, mais avec la collaboration du travailleur et de l'employeur si la participation de ce dernier est requise. Donc, il y a certaines adaptations apportées à la loi ici qui sera, et ce sera intéressant de voir quels seront les développements qui en suivront au niveau de la jurisprudence ou de l'intervention de la commission dans ces contextes-là. Ensuite, ce qui est intéressant, puis la littérature, en fait, les personnes ou les organismes ou les professionnels qui ont commenté la réforme en santé et sécurité s'attardent peu à cet article-là, mais j'ai constaté qu'on a ajouté quand même la question des loisirs. Donc, vous voyez ici, un programme de réadaptation sociale peut comprendre des services professionnels d'intervention psychosociale. On a énuméré à certains articles auparavant la question des soins médicaux, physio-ergo. Donc, on garde un concept qui est plus large et qui, à mon sens, à moi, semble inclusif. Et au point 2, la mise en œuvre de moyens pour procurer aux travailleurs un domicile, un véhicule ou des équipements de loisirs adaptés à sa capacité résiduelle. Donc, pour moi, c'est un petit peu plus large. On parle d'équipements de loisirs. Encore là, ce sera évidemment intéressant de voir les suites de ces dispositions, dans l'application de ces dispositions-là, les suites qu'en fera la commission dans le cadre des mesures de réadaptation qui sont mises de l'avant. Évidemment, puis ça, je ne l'ai pas mentionné à brûle-pourpoint, mais il y a plusieurs règlements. On voit la référence dans les changements législatifs à de la réglementation. Évidemment, j'ai regardé le règlement portant sur les maladies professionnelles. Ce sera intéressant de voir quels seront les différents règlements adoptés ou modifiés par la suite et de les analyser. Donc, ce qui est intéressant ici, au niveau du programme de réadaptation professionnelle, on indique ce que ça peut comprendre et on mentionne le retour progressif au travail. Et vous allez voir un peu plus loin, effectivement, lorsque, puis je vous réfère à l'article 167.2 que vous avez à l'écran, lorsque le travailleur, victime d'une lésion professionnelle, je vais juste replacer mon écran, qu'il ait ou non subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique, est capable d'exercer son emploi, un emploi équivalent ou un emploi convenable disponible chez l'employeur, la commission peut, si la période d'absence ou la situation du travailleur le justifie, prévoir son retour progressif au travail afin de faciliter sa réintégration chez son employeur. Donc, on peut avoir la situation où on a la détermination d'un emploi convenable. Vous allez voir là, tous les principes d'accommodement qui sont codifiés. On peut aller très loin. Un concept qu'on connaissait, comme je vous l'ai mentionné, en matière de relations de travail, mais ce qui est intéressant, c'est que la commission peut elle-même prévoir un retour progressif. Donc, détermination d'un emploi convenable, retour pourrait se faire progressivement. On va parler d'un soutien financier possible offert ou possible auprès de la commission. Encore là, il y aura des options possibles par l'employeur. Puis, je vais devancer un petit
peu. Je vais mentionner, je ne vais pas rentrer dans toutes les technicalités, mais si effectivement il y a un retour progressif, s'il y a un retour, par exemple, un retour progressif, il y a des options. C'est-à-dire, l'employeur pourrait assumer le paiement du salaire comme effectivement prévu ou déterminé si effectivement il y a un emploi convenable chez l'employeur, donc essentiellement le même salaire qu'auparavant, ou il pourra, là, s'il y a un retour progressif, demander un remboursement. Donc, ça ici, ça laisse une certaine latitude là, aux employeurs à demander ou non un soutien financier là, en mesurant l'impact là, sur son dossier d'employeur là, selon le régime de tarification applicable. Donc, le principe s'oppose. En assignation temporaire aussi, il pourra y avoir de l'assignation en temps partiel. Et même chose, là, il pourra y avoir un soutien là, demandé par l'employeur si il le juge opportun. Ce qui est intéressant ici, c'est le principe, je vous dirais, en quelque sorte, d'accommodement qu'on voit clairement mentionné ici. Donc, lorsqu'aucune mesure de réadaptation ne peut rendre le travailleur capable d'exercer son emploi ou un emploi équivalent, la commission détermine avec la collaboration du travailleur et de l'employeur s'il y a un emploi convenable disponible chez ce dernier, en évaluant notamment si des mesures de réadaptation sont requises pour permettre au travailleur d'exercer un tel emploi. Donc, on va un petit peu plus loin. On regarde, on informe le travailleur de la possibilité, le cas échéant, d'une mesure de réadaptation. Donc, on doit regarder un petit peu plus loin au niveau de l'emploi, ce qu'on peut faire en lien avec le principe d'accommodement. Donc, le programme de réadaptation, vous le voyez, pourrait là, viser l'aménagement, je suis au dernier paragraphe, des tâches, la modification de l'horaire, de l'organisation du travail, sans effectivement dénaturer l'emploi. Donc, lorsque je vous dis qu'on codifie en principe la mesure de commandement, on ne dit pas qu'on doit créer un emploi sur mesure, encore une fois, un principe qui est établi là, dans la jurisprudence au niveau de l'accommodement. Mais on indique qu'il faut effectivement faire des démarches là, au niveau de l'employeur en conformité, évidemment, avec les principes établis dans la FARCOR. Ce qui est intéressant aussi, quand je vous dis qu'il y a un rôle accru de la CNESST ou de la commission, ici, on voit que la commission peut requérir toute information ou des renseignements nécessaires, les documents pour la détermination de la capacité du travailleur à occuper un emploi ou un emploi équivalent, ou la détermination d'emploi convenable. Donc, des pouvoirs de la commission de demander toute l'information et on voit même dans l'article d'avoir accès, par exemple, je suis au paragraphe 2, de permettre l'accès à la commission au poste de travail ou à un autre poste afin qu'elle puisse rendre une décision sur la capacité du travailleur à exercer son emploi, un emploi équivalent ou un emploi convenable. Donc, pouvoir important de la commission de demander de l'information, des documents, d'avoir accès à son poste, mesure de réadaptation, mais à tout autre poste qui pourrait être équivalent ou emploi équivalent ou emploi convenable au sein de l'entreprise. Donc, intervention plus importante là, à laquelle on peut s'attendre là, auprès de la CNSST. Ensuite, ce qui est intéressant au niveau de l'assignation temporaire au travail, j'en ai parlé un petit peu là, au niveau de l'assignation pour, par exemple, un poste à temps partiel, mais ici, le formulaire est toujours effectivement requis, mais on ajoute une petite précision qui m'apparaît importante. Le professionnel de la santé qui est à charge du travailleur indique sur le formulaire ses constatations quant aux limitations fonctionnelles temporaires du travailleur qui réside de sa lésion. Donc, on va un petit peu plus loin dans ce qui est demandé là, au médecin qui est à charge là, du travailleur là, victime d'une lésion professionnelle. Pour le reste, bien évidemment, le formulaire à compléter. Je ne sais pas s'il va y avoir des ajustements, on verra, mais on demande plus loin, là, on demande d'aller un petit peu plus loin au niveau du professionnel, du médecin qui est à charge. Ensuite, je vous ai parlé un petit peu plus, je vous ai parlé rapidement un petit peu plus tôt là, de la question de l'assignation temporaire. Je pense que pratico-pratique, ça se faisait par certains employeurs, peut-être plus ou moins déclarés, pour une question d'imputation des coûts ou de diminuer les coûts au dossier là, de CNSST d'un employeur, mais on confirme ici qu'il peut y avoir une assignation temporaire dans un poste à temps partiel et la possibilité pour l'employeur d'aller, s'il le juge opportun, là, de réclamer un soutien financier auprès de la CNSST. Ce ne sera sans doute pas l'avenue que bon nombre d'employeurs choisiront parce qu'effectivement, s'il est imputé des coûts au dossier avec le facteur de chargement, peut-être qu'un employeur va préférer rémunérer l'employé là,
à son salaire ou au nombre d'heures habituelles de son emploi, là, bien qu'il soit assigné dans un poste à temps partiel. Mais on est venu là, néanmoins asseoir cette possibilité-là, qui était, selon moi, pratico-pratique déjà mise de l'avant par bon nombre d'employeurs. Ensuite, je trouvais important de s'attarder au pouvoir, aux obligations des membres du BIM, c'est-à-dire on connaissait le pouvoir discrétionnaire lors de la détermination de la date de consolidation du BIM de se prononcer également sur le pourcentage d'atteinte permanente ou les séquelles. Donc ici, ou les limitations fonctionnelles, pardon. Donc ici, on est venu dire, effectivement, quand on se prononce, quand un membre du BIM se prononce sur la date de consolidation, il doit se prononcer sur le DAP, comme on dit dans notre jargon, et sur les limitations fonctionnelles. Ensuite, 229-230, rédaction, et là, j'entre dans un autre sujet complètement, mais je voulais tout de même attirer votre attention sur ces éléments-là. Tout ce qui est la question des maladies pulmonaires. Ce sera aussi la situation dans le cadre des maladies là, oncologiques, des cancers. On avait ou on connaît le comité de maladies professionnelles portant sur le comité portant sur les maladies pulmonaires. On a maintenant la question des maladies oncologiques qui est adressée, essentiellement sous la même forme. Il y aura un comité. Donc, dans ces cas-là, pratico-pratique pour laisser aussi plus de souplesse et de s'adapter à des situations particulières où, par exemple, un travailleur ne pourrait se déplacer. Donc, transmission du dossier, la possibilité pour le comité de rendre son avis sur dossier. Même chose pour aussi la situation du comité portant sur les maladies professionnelles oncologiques. Donc, essentiellement, un même rôle, constitution qui peut différer. Puis je ne voulais pas m'attarder là, ce matin à toutes les technicalités, mais essentiellement, un comité portant sur les maladies professionnelles oncologiques là, est mis sur pied, puis vous l'avez ici. Lorsqu'un travailleur produit une réclamation à la commission alléguant qu'il est atteint d'une maladie professionnelle oncologique, la commission soumet le dossier de celui-ci dans les 10 jours à un comité des maladies professionnelles oncologiques. Donc, évidemment, sauf si, puis je vous ai dit un peu plus tôt, il y a le règlement qui a été adopté qui prévoit certaines présomptions là, pour certains cancers. Donc, ici, on est venu, c'est intéressant de lire les débats parlementaires sur ce sujet-là, on est venu, dans le fond, favoriser ou aider le travailleur dans une preuve qu'il aurait à produire pour faire une réclamation. C'est-à-dire s'il est peut-être suivi par un oncologue, peut-être par un omnipraticien, c'est ce qui ressort un peu des débats, mais le comité va, dans le fond, le soutenir pour ce qui est, puis j'y arrive, là, ce qui est de la causalité. Donc, ici, le comité peut se prononcer sur dossier. Il a évidemment accès aux radiographies, à tout ce qui concerne le dossier du travailleur, mais c'est le comité qui va se pencher sur la question de la relation en regardant les caractéristiques ou risques particuliers du travail exercé par le travailleur. Donc, le comité, il y a, par exemple, des experts en hygiène du travail qui siègent sur ce comité-là. Donc, faciliter là, un petit peu le fardeau du travailleur. Ce comité-là a été mis sur pied, là, je vous dirais, lorsqu'on lit les débats parlementaires dans cette optique-là. Et le fonctionnement, on connaissait, puis il y a des longues références au comité là, portant sur les maladies pulmonaires. Donc, essentiellement, là, un rôle qui peut être similaire. Ici, je m'attarde à l'article 240 qui est le droit de retour au travail. Donc, ce qui est intéressant ici et ce qui devient plutôt théorique parce que les mesures de réadaptation peuvent être prises au-delà, évidemment, du délai de retour au travail. Il y a le principe d'accommodement malgré le délai de retour au travail qui est prévu là, à l'article 240. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on réfère à une mesure d'accommodement qui pourrait exister dans la convention collective. La plupart ou bon nombre de conventions collectives prévoient effectivement là, que la personne peut perdre son emploi, par exemple, là, au terme d'une période de 3 ans en absence, invalidité ou maladie professionnelle. Bien, ici, on vient dire que ça deviendra un minimum s'il y a autre chose de prévu dans la convention collective. Mais encore là, je vous dis, c'est un petit peu théorique parce que les principes de l'arrêt 40 demeurent, c'est-à-dire qu'il va tout de même falloir
prendre les mesures ou tenter les mesures d'accommodement jusqu'à une preuve ou une contrainte excessive qui pourrait être démontrée par l'employeur. Donc, je vous dirais qu'il y a quand même des adaptations, mais il faut garder tous les principes qu'on connaît au niveau de l'accommodement raisonnable en tête. Ensuite, et là, c'est intéressant, je regarde le temps qui file, il y avait, et j'ai fait une vérification encore hier, évidemment, je me garde une réserve, je vais attendre de lire la version officielle sur le site de l'Assemblée nationale, mais il y avait des modifications qui étaient proposées à l'article 326. Donc, toutes les demandes de l'employeur en matière de désimputation des frais au dossier, on a l'article 326 qui parle d'opération injuste. On a évidemment l'article 327, mais on a également l'article 329 qui parle de la condition personnelle. Donc, il y avait des modifications dans le projet de loi initialement qui portaient sur l'article 326, donc le retrait de l'opération injuste ou du concept, et qui restreignaient la possibilité pour un employeur de demander une désimputation en lien avec une condition personnelle. C'était très, très restrictif, les conditions. Une déficience, il y avait une définition qui était prévue, déficience entraînant une incapacité significative et persistante qui pose des obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes. Alors, c'est ce qu'on trouvait dans le projet de loi initial et là, ça ne semble pas avoir été évidemment introduit. Il y a eu, comme vous le savez, là, plusieurs organismes qui sont ou employeurs ou qui se sont opposés ou qui ont manifesté des préoccupations par rapport à ces modifications-là. Donc, ce que je retrace à l'heure actuelle, c'est des modifications à l'article 326 et 327, premier paragraphe. Et c'est intéressant. Ce qu'on prévoit, c'est qu'effectivement, on impute, il peut y avoir une demande dans le fond de l'employeur d'imputer aux employeurs de toutes les unités les coûts découlant d'une lésion, par exemple, qui serait survenue suite à une négligence. Il y avait déjà dans la jurisprudence, pour l'avoir plaidé il y a quelques mois, des possibilités pour l'employeur de faire une demande de cette nature-là. Donc, dans des cas où il y a une lésion professionnelle reconnue, d'être désimputé en quelque sorte là, de son dossier dans les cas de négligence. Je vous dirais que c'est intéressant parce qu'il y avait de la jurisprudence contradictoire sur cette question-là, disant plutôt que si l'employeur n'a pas contesté la lésion comme telle, parce que l'article 27 à la loi existe toujours, hein. La négligence, si un employeur démontre qu'il y a une négligence grossière, évidemment, il y a des critères, là, c'est assez grossière ou volontaire, il peut s'opposer, l'employeur, à l'existence même ou à la survenance même d'une lésion professionnelle. Donc, il y avait une certaine jurisprudence qui disait, s'il ne l'a pas fait, est-ce que j'ouvre maintenant la possibilité de désimputer là, les coûts au dossier là, qui a été accepté? Donc, ça, c'est intéressant qu'on vienne à tout le moins codifier ces éléments-là. Et si j'en crois effectivement les amendements ou les débats parlementaires qui en découlent, il ne semble pas à l'heure actuelle y avoir eu de modification aux articles 326, 329. À vérifier. Attendons la version officielle, mais effectivement, tout semble augurer bien en ce sens-là. Ensuite, brièvement, au niveau de l'atteinte auditive, donc maladie de surdité professionnelle, on élargit un petit peu peut-être la possibilité de diviser les coûts là, auprès des différents employeurs en regardant la nature du travail qui a le plus contribué à l'apparition de l'atteinte auditive plutôt que la période de travail. Donc, un petit peu de souplesse là, qui est permise là, pour les employeurs qui souhaiteraient là, se faire désimputer certains coûts au niveau d'une surdité professionnelle, par exemple. L'introduction, et là encore là, je ne vais pas rentrer dans trop de technicalité, mais il y a un comité scientifique sur les maladies professionnelles qui a été introduit. Donc, on a grosso modo 3 grands concepts. Comité sur les maladies professionnelles pulmonaires qu'on connaissait, introduction du comité sur les maladies professionnelles oncologiques qui a été introduit et le comité scientifique sur les maladies professionnelles. Alors, c'est intéressant. Un comité qui a pour mandat de faire des recommandations, de faire des analyses, de peut-être établir, analyser les relations causales entre les maladies et les contaminants ou les risques particuliers d'un travail, donc qui risque là, de produire des travaux intéressants et de faire des recommandations là, à la CNSST qui, sans doute, là, le publiera là, de ce que j'en comprends sur son site. Alors, très intéressant, introduction de ce comité-là, qui risque peut-être de poser des embûches pour les employeurs qui souhaiteraient s'opposer à la reconnaissance de maladies professionnelles, mais voyons là, quels seront les travaux qui seront conduits par ce comité-là. Ici, important, en fait, élément intéressant, on revoit les délais de contestation. Donc,
on parle de la contestation de la décision de la CNSST en révision administrative. Donc, on va parler maintenant de 60 jours plutôt que 45 jours. Et ce qui est intéressant, c'est que si la CNSST ne dispose pas de la contestation dans les 90 jours, on peut soumettre le litige au tribunal administratif du travail. Donc, une certaine pression qui peut porter là, sur les épaules de la commission de rencontrer des délais raisonnables là, lorsqu'elle rend des décisions. Intéressant, bon, ici, fait intéressant, il pourrait y avoir, ça peut intéresser plusieurs employeurs, il pourrait y avoir, plutôt qu'aller en révision administrative, de ma compréhension des lectures que j'ai faites, là, des débats parlementaires, il sera possible, effectivement, de contester directement au tribunal administratif du travail certaines décisions, évidemment, bon, dans les 60 jours de sa notification, mais par exemple, les conclusions médicales rendues par un membre du bureau d'évaluation médicale, les questions ou les décisions en matière de financement. Donc, plutôt que d'attendre le processus en révision administrative, il y a une possibilité d'aller directement au tribunal administratif du travail pour pratiquer le droit avec plusieurs employeurs, les accompagner dans la gestion de dossiers de lésions professionnelles. Des fois, souvent, les délais sont longs. Donc, puis, peu de succès parfois de nos contestations là, déposées au sein de la révision administrative. Hein. On restait au sein de l'organisme, bien qu'il y avait un processus de révision. Donc, maintenant, aller directement au tribunal administratif du travail pourrait être l'avenue, puis stratégiquement être intéressant selon le contexte du dossier. Je ne vais pas m'attarder longtemps sur toutes les modifications là, en lien avec le rehaussement des peines, mais effectivement, c'est important de mentionner qu'il y a une majoration des amendes. Ici, on vise certains articles. On va parler de si jamais il y a une plainte en vertu de l'article 32 pour mesure de représailles, s'il y a un retard dans le droit de retour au travail. J'ai eu peu de dossiers où il y a effectivement eu des peines là, ou des amendes données aux employeurs dans ce contexte-là, mais intéressant là, de constater que les peines, dans le fond, ou le montant des peines ont été majorés. À tous les égards, que ce soit aussi lorsqu'on parle d'un défaut de payer les cotisations, 461, 462, augmentation des peines, que ce soit à l'article 463 où on parle de se soustraire, un employeur qui entend se soustraire à une obligation prévue à la loi, donc augmentation des peines, là, grosso modo, à tous égards. Ici, c'est dans le cas de fausse déclaration, par exemple. Donc, majoration des peines qui étaient déjà prévues à la loi. Ensuite, effectivement, le montant, petite clarification dans le cas de récidive, le montant de la peine est doublé et ensuite triplé là, pour toute récidive additionnelle. Donc, j'ai fait un tour rapide. Je sais qu'il y a beaucoup de substances, effectivement, au niveau des modifications apportées à la LATMP. Je veux néanmoins prendre quelques minutes pour parler de la LSST. On connaît effectivement l'objectif de la LSST. On va maintenant parler de l'élimination, puis je vous dis, à mon sens, à moi, c'était inclus déjà dans toute la question en fait, au niveau du régime de santé et sécurité du travail, parce que l'intégrité psychique, c'est une notion qui apparaissait à la LATMP, mais on est venu concrétiser dans la LSST. Pardon. Donc, ce qui est intéressant, puis je l'ai mentionné à brûle-pourpoint, il y a une révision de tous l'obligation de mettre sur pied un programme de prévention. On est venu étendre cette obligation-là auprès de tous les employeurs là, qui embauchent là, 20 travailleurs et plus. Sinon, 20 travailleurs et moins, on va parler d'un agent de liaison, d'un plan d'action, mais essentiellement, on est venu asseoir l'obligation des employeurs au Québec pour viser la majorité. On parle dans les débats parlementaires, que lorsqu'on parle des entreprises qui emploient 20 travailleurs et plus, on ciblerait, là, grosso modo, 80% là, des employeurs du Québec. Alors, on est venu là, concrétiser les obligations de prévention des employeurs en matière de santé et sécurité du travail à la LSST. Donc, changement important, je vous dis, à nuancer, là, intégrité psychique, pour moi, c'est inclus, c'est plus de la concordance. L'introduction du concept que la LSST s'applique aux travailleurs qui exécutent du télétravail, à mon sens, on pouvait en déduire que c'était le cas, il n'y avait pas d'exclusion spécifique, bien que ça amène beaucoup de questions auprès des employeurs qui disent, moi, comment je peux
peut prévenir les risques de quelqu'un en télétravail. Il y a des communications importantes de la CNSST. Il pourrait y avoir effectivement non seulement de la prévention au niveau de l'information donnée, par exemple en ergonomie par l'employeur, mais la CNSST a produit certains guides très, très intéressants. L'employeur pourrait demander ou poser des questions pour bien connaître l'aménagement de bureau, par exemple, là, du travailleur en télétravail pour remplir son obligation de prévention. Mais ça pourrait faire l'objet d'un sujet là, tout autre pour une conférence ultérieure. Ce qui est intéressant au niveau de la LSST, on est venu prévoir, revoir le processus pour la travailleuse enceinte ou qui allait. Donc, un certificat délivré par un médecin qui a charge de la santé au travail. Donc, ça pourrait être un. Puis la direction de la santé publique s'oppose, ou les directeurs de la santé publique dans le mémoire, lorsqu'on parle du médecin chargé de santé au travail, comme il peut être désigné par un établissement, par l'employeur, il y a des préoccupations soulevées sur le concept de partialité de ce médecin-là. Néanmoins, effectivement, le professionnel qui assure le suivi de grossesse, donc l'OMNI ou le médecin là, qui s'occupe du dossier de la travailleuse enceinte ou qui allait, pourrait effectivement remplir le certificat, mais il doit y avoir identification là, au sein du protocole. Il y a un protocole qui devra être élaboré par le DSP, publié sur le site de la CNSST. Donc, le professionnel peut émettre le certificat si effectivement au protocole, on identifie les dangers en question pour la travailleuse enceinte ou qui allait. Protocole établi par le directeur de la santé publique, publié sur le site de la commission. Donc, il sera intéressant de voir l'application de ces dispositions-là et de connaître les protocoles qui seront publiés sans doute prochainement. Vous avez ici le rôle du directeur national de la santé publique qui établit les protocoles, qui est mis à jour et qui sont publiés sur le site de la CNSST. Ensuite, article que vous connaissez tous au niveau de la prévention, donc les obligations de l'employeur qui sont définies à l'article 51. Vous savez, il y a aussi l'obligation du travail, les obligations du travailleur qui vont continuer de s'appliquer. Hein. L'article 49 de la loi demeure évidemment demeure à la loi, compte tenu que le travailleur aussi a certaines obligations de prendre des moyens pour protéger sa santé et assurer sa sécurité. Je vous dirais que, ça peut être théorique dans les faits. On le rappelle régulièrement aux employeurs, aux employés. Par exemple, si on parle de télétravail, un employé qui n'aurait pas une position ergonomique ou l'équipement nécessaire ou qui aurait des enjeux. Donc, il y a certaines obligations qui demeurent quand même applicables aux travailleurs. Néanmoins, on vise l'employeur à l'article 51. On va parler d'intégrité physique et psychique. Bien sûr, je l'ai mentionné. Donc, ce qu'on ajoute, et j'ai hâte de voir quelle sera l'application de cette disposition-là, au paragraphe 16. Donc, on dit que l'employeur doit prendre les mesures pour assurer la protection du travailleur exposé sur les lieux du travail, ça pourrait être en télétravail, à une situation de violence physique ou psychologique, incluant la violence conjugale, familiale ou à caractère sexuel. Fait que là, les employeurs se disent, bien, comment on peut le savoir? Donc, effectivement, il faut qu'il y ait des éléments qui permettent à un employeur de constater qu'il peut y avoir une situation problématique. Donc, ici, l'employeur est tenu de prendre les mesures lorsqu'il sait ou devrait raisonnablement savoir que le travailleur est exposé à cette violence. Donc, des signes objectifs, des déclarations de collègues. Il faut qu'il y ait quand même des éléments parce qu'effectivement, lorsqu'on parle de violence conjugale, ça peut aller très loin, là, et l'employeur n'a pas toujours connaissance d'une situation là, de cette nature-là. Mais tout de même, assez innovateur d'avoir prévu cette disposition-là là, à l'article 51 de la loi. On rappelle évidemment à la loi qu'on ne peut pas limiter l'application de la loi, donc une loi d'ordre public. Au niveau de la LSST, toujours, le registre, de maintenir à jour un registre des contaminants, des matières dangereuses. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'effectivement, là, on prévoit que le registre, on peut notamment inclure la liste des travailleurs exposés, mais aussi qu'on doit transmettre là, le tout, ce registre à la commission. Donc, obligation encore là un peu plus, qui m'apparaissent un peu plus importantes là, pour les employeurs. Je vous ai résumé dans les diapositives suivantes, puis on va essayer de passer à travers si le temps nous le permet. Je regarde encore le temps file. Néanmoins, je vais y aller avec les grands éléments. Puis j'ai tenté de résumer là, les dispositions de la loi. Programme de prévention. Donc, l'employeur doit élaborer et mettre en application un programme de prévention à chaque établissement groupant au moins 20 travailleurs au cours de l'année.
sauf exception. Donc, on va parler d'établissement, mais plus loin, on va voir à la loi que c'est prévu qu'il peut y avoir un seul programme de prévention pour une partie ou tous les établissements. Donc, il y a une possibilité là, de simplifier le processus, mais essentiellement, il pourrait y avoir un programme distinctif pour chacun des établissements ou chacune des usines, par exemple, où il y a plus de 20 travailleurs, où il y a au moins, 20 travailleurs. Donc, programme de prévention, alors que ce soit mis sur pied. La plupart des employeurs, on visait, évidemment, il y avait certaines dispositions plus particulières qui visaient les services prioritaires. Maintenant, on vient changer en quelque sorte la culture pour parler de programme de prévention pour pratiquement tous les employeurs. On explique c'est quoi un programme de prévention. Je pense que plusieurs d'entre vous là, connaissent évidemment le concept ou les éléments que le programme de prévention doit prévoir. Je les rappelle ici. J'insiste, le programme doit prévoir des programmes de formation et d'information en matière de santé et sécurité du travail, des examens de santé de pré-embauche et en cours d'emploi exigés par règlement. Donc, encore là, ce sera intéressant de voir comment ces dispositions-là ou cette disposition-là et la réglementation sera appliquée. Programme de prévention, donc, soumettre le programme de prévention, on a un comité de santé et sécurité du travail qui doit être mis sur pied. Les membres ou la constitution du comité, tout ça est prévu à la loi. On doit transmettre les priorités d'action. La CNSST était déjà habituée de fonctionner de cette façon-là, là, de parler de priorités d'action. Il y avait notamment eu plusieurs interventions au sein des établissements de santé où il y avait des risques prioritaires identifiés. Donc, l'employeur doit donner ou fournir l'information à la CNSST sur les priorités d'action qui seront mises de l'avant. Donc, essentiellement, des éléments ou une procédure puis des enjeux là, probablement un peu plus importants pour les employeurs dans la mise sur pied d'un tel programme, là, compte tenu d'une certaine reddition de compte là, nécessaire auprès de la CNSST. Lorsqu'il n'y a pas de programme de prévention nécessaire, on va viser grosso modo là, les établissements où il y a moins de 20 travailleurs, là, puis je vais y arriver un petit peu plus loin, c'est à la loi. S'il n'y a pas de programme de prévention, on va parler d'un plan d'action, essentiellement un petit peu plus souple dans la rédaction, identifier les risques, identifier les moyens, les équipements de protection individuelle. Donc, mais on va parler aussi de devoirs de formation, d'information, mais un petit peu plus souple au niveau des différentes balises dans l'application. Comité de santé et sécurité du travail, donc l'obligation d'avoir un comité de santé et sécurité du travail sur pied, là, souvent élément au comité qui est conventionné. Ici, évidemment, je vous invite à lire les dispositions de la loi, mais l'obligation pour d'avoir un tel comité, s'il n'existe pas déjà, lorsqu'effectivement on a un établissement là, groupant au moins 20 travailleurs. Essentiellement, rôle du comité SST, le nombre de représentants, déterminé par entente avec l'employeur, les travailleurs de l'établissement. On désigne au moins un membre, puis j'y arrive plus loin. Un membre représentant en santé et sécurité du travail. Donc, je ne vais pas aller dans le détail, mais vous avez les fonctions du comité SST qui sont décrites. On va parler de recommandations à l'employeur. On va parler effectivement recevoir les recommandations du représentant en santé et sécurité du travail. Donc, différents intervenants qui vont devoir là, être nommés et agir auprès des employeurs. Ici, un représentant en santé et sécurité doit être désigné. Madame Jolicoeur, oui. Désolée de vous interrompre. Je vous inviterais à peut-être conclure car le temps file et on a reçu des questions du public qu'on aimerait vous poser aussi. Donc, voilà. Parfait. Désolée. Merci. Non, mais je terminais. Donc, essentiellement, je ne veux pas rentrer dans toute technique, mais vous avez le rôle des différents intervenants qui devront là, intervenir en matière de santé et sécurité du travail au niveau du programme de prévention. Et même, on va parler de la possibilité même de faire des plaintes là, directement à la commission. Donc, essentiellement, je vous dirais que c'est bien de m'avoir arrêté parce que ce sont des aspects un peu plus techniques, mais évidemment, les employeurs devraient aller lire ce qui est prévu au niveau des programmes de prévention à la LSST. Donc, je conclurai. Grosse réforme, évidemment, plusieurs enjeux qui peuvent se présenter pour les employeurs et s'il y a des questions, ça va me faire plaisir de répondre.
Merci beaucoup, Madame Jolicoeur, merci. En fait, effectivement, on a reçu plusieurs questions et on s'est réservé quelques minutes pour pouvoir y répondre, en fait, que vous puissiez y répondre. Je sais qu'il y a beaucoup de matière avec ce nouveau projet de loi qui a été adopté. On pourrait continuer. Alors, je vous invite avec la première question. En fait, je la pose. On y va directement. Avec la première, des comités en entreprise seront obligatoires. Si je m'occupe de 5 entreprises dont les propriétaires sont les mêmes, est-ce que je peux mélanger le tout ou chaque entreprise devra avoir son propre comité? Et on parle de combien de personnes? En fait, les obligations, c'est effectivement par établissement. Mais quand une entreprise a plusieurs établissements, comptant 20 travailleurs et plus, il pourrait y avoir un seul, effectivement, programme de prévention. Mais le comité, on n'a pas cette nuance-là. Je pourrais revérifier, là, mais effectivement, c'est des entreprises distinctes. Donc, on ne peut pas, pour répondre à la question à l'inverse, on ne peut pas avoir un seul comité et un seul programme de prévention parce qu'on a des mêmes propriétaires d'entreprise. S'il s'agit d'employeurs distincts, les obligations vont devoir être mises de l'avant pour chacun des employeurs. J'imagine que ça répond. Puis le nombre de personnes, je crois que c'est 5, mais je le dis sur toute réserve, il faudrait que je consulte la disposition. Je pourrais revenir là, s'il y a des questions, apporter les précisions, mais au niveau de la constitution, du nombre de membres, qui doit être membre, on peut avoir à consulter, évidemment, s'il y a un syndicat, accréditer les travailleurs ou le syndicat. Donc, il y a plusieurs modalités prévues à la loi. Vigilance à cet égard-là, mais je pourrais vous revenir sur le nombre de représentants au sein du comité SST. Parfait. Un grand merci. Les nouvelles règles, on poursuit avec la deuxième question. Les nouvelles règles et mesures de réadaptation ont-elles un effet rétroactif s'appliquant ainsi aux lésions survenues avant l'entrée en vigueur de la loi? Est-ce qu'il y a des mesures transitoires qui ont été prévues? Bien, en fait, oui, il y a des mesures transitoires. Puis il faut voir au niveau, je vous invite à consulter parce que ça peut être, effectivement, on peut s'y perdre, mais je vous invite à consulter le site de la CNSST. Vous avez à chaque date d'entrée en vigueur, par exemple, il y en a qui entrent en vigueur des dispositions qui entrent en vigueur le 6 octobre 2021, le 1er janvier 2022, et la CNSST reprend chacune des dispositions qui entrent en vigueur aux différentes lois. Donc, je vous invite à consulter de manière générale le site de la CNSST parce qu'actuellement, on n'a pas la loi complète. Donc, les différentes dates d'entrée en vigueur sont spécifiées. Donc, effectivement, là, avant, par exemple, toutes les obligations qui s'appliquent dans les chantiers de construction, bien ça, on va arriver en 2024, par exemple. Donc, il faut aller consulter le site de la CNSST pour voir à quelle date là, les dispositions entrent en vigueur. C'est plus simple, puis vous les avez vraiment décalées par date, là, vous saurez, vous pourrez vous y retrouver. Merci beaucoup. Et on y va avec la dernière question. Est-ce que la loi prévoit des dispositions pour prévenir les risques dans le travail réalisé à la maison? Donc, on suppose le télétravail. Bien, je vous dirais que oui, parce qu'on vient viser à la loi sur la santé et sécurité du travail tout le concept de télétravailleur et ce n'est pas simple. J'ai donné une conférence sur cet aspect-là spécifiquement. Donc, oui, l'employeur doit prévenir les risques du travailleur en télétravail, c'est-à-dire donner comment on le fait. Donc, oui, les obligations s'appliquent. Bien, on prévient. Donc, on donne de l'information sur les positions ergonomiques, par exemple. On demande au travailleur qu'est-ce qu'il a comme équipement. On peut fournir un budget pour de l'équipement adéquat. L'équipement comme tel, ça ne va pas jusque-là, les obligations. On peut le faire de différentes façons, mais l'obligation de prévention des risques en matière de télétravail s'applique. Donc, puis je vous dis, il pourrait même y avoir par la commission, évidemment, il y a des conditions prévues à la loi, mais des visites d'un agent de la commission, par exemple, d'un bureau là, à la maison. Donc, évidemment, les dispositions s'appliquent. Comment le faire? J'ai vu beaucoup d'éléments sur les risques psychosociaux par les intervenants avant moi. Donc, toute la prévention au niveau risques psychosociaux aussi s'applique aux travailleurs là, donc, l'employeur doit prendre différentes mesures, que ce soit des activités, des formations de gestion du stress, des formations en ergonomie. Donc, oui, il faut se questionner à cet égard-là puis mettre en œuvre de nouvelles mesures de prévention pour cette réalité-là.